Jérémy Baki, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici Merci dans votre bureau. On va aborder trois grands thèmes dans cette interview. On va revenir sur les sénatoriales, bien sûr, en septembre dernier. Quelques mots sur les municipales et la nouvelle municipalité. On va parler, bien sûr, aussi de l'actualité. Je pense que plusieurs facteurs sont à prendre en compte. Le premier, c'est que les élections sénatoriales, comme vous le savez, sont en réalité le prolongement des élections municipales, puisque ce sont les grands électeurs qui auront été élus aux élections municipales qui désignent par une élection les sénatrices et les sénateurs. Donc le Parti communiste français dans les Bouches-du-Rhône avait eu une séquence municipale plutôt avantageuse, où malgré la perte de 2 communes, nous avons gagné près d'une centaine d'élus sur le département, ce qui est non négligeable, et ce qui faisait, pour le coup, que le Parti communiste pouvait à nouveau prétendre avoir un sénateur ou une sénatrice dans les Bouches-du-Rhône, ce qui n'était plus le cas depuis 2014. Ceci étant dit, on ne s'est pas résigné pour le coup à dire puisqu'on peut avoir un sénateur tout seul, on va partir tout seul. Je suis parti du constat que si nous partions les forces de gauche, écologistes, socialistes, communistes totalement séparés, nous aurions probablement qu'un seul sénateur, peut-être moi pour le coup, mais que nous favoriserions les autres listes, et notamment de droite, dans l'accession à de nombreux postes de sénateurs supplémentaires. Et donc, nous avons eu de longues discussions, de longues semaines, de longs mois de discussions pour, au final, aboutir à une liste de large rassemblement qui, finalement, correspondait à ce qu'on avait vu aux élections municipales, à Marseille, mais pas qu'à Marseille, sur l'ensemble du département, à savoir le rassemblement des forces de gauche et écologistes. Et donc, on a donné, finalement, un prolongement à ce qui s'était passé quelques mois plus tôt lors des municipales, lors de ces élections sénatoriales. Et d'ailleurs, nous avons réussi à faire élire 3 sénateurs et sénatrices de gauche dans les Bouches-du-Rhône, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et d'ailleurs, je dois le dire, peut-être un peu à la surprise générale, à part quelques-uns et moi-même, peu de personnes y croyaient. Et puis finalement, on a fait la démonstration que l'union faisait la force, comme vous le disiez très justement. Voilà. Alors, à la fois un grand ouf de soulagement, mais surtout un esprit très rapidement de responsabilité qui a prévalu, c'est-à-dire qu'on prend rapidement la mesure de la tâche qui nous incombe, du travail qu'il y a à faire, encore plus dans un contexte un peu particulier que nous vivons aujourd'hui, de crise sanitaire, de crise sociale, de crise économique, et où pour le coup le rôle du législateur et du sénateur que je suis a été très rapidement mis à rude épreuve avec le vote du PLFSS, c'est-à-dire le projet de loi de finances de la sécurité sociale. On est en ce moment même au Sénat sur le vote du budget de la France, qui pour le coup va préfigurer du soutien à la fois à l'économie, au plan de relance, etc. pour l'année 2021. Et donc on voit bien qu'on rentre dans une institution qui est le Sénat, de suite au cœur du sujet, avec des enjeux finalement extrêmement importants pour des millions de Françaises et de Français. Donc beaucoup de responsabilités, et y compris beaucoup de travail dès le lendemain, parce qu'il y a une nécessité de se plonger dans les dossiers, beaucoup de lire, de retenir, d'apprendre les codes aussi du Sénat et de son fonctionnement pour très rapidement être le plus efficace possible, parce que malheureusement, dans la période, on a besoin d'avoir des élus qui soient efficaces immédiatement et sans période d'adaptation, si j'ose dire. Moi, je crois qu'il y a une double articulation en réalité, et le rôle du sénateur ou de la sénatrice, c'est exactement cela. C'est être à la fois un porte-voix, notamment des élus, puisqu'on est élu par les élus, on est un peu les élus des élus en réalité en tant que sénateur, mais des populations aussi de notre territoire, parce que les élus sont aussi les garants des aspirations populaires des habitants de notre territoire. Donc effectivement, lorsque j'interviens sur la situation au Haut-Karabakh, par exemple, on le sait, dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille, on a une forte communauté arménienne qui est mobilisée, qui est sensibilisée sur ces questions-là, qui m'interpelle. Et donc je me fais en quelque sorte, en réalité, le porte-voix au Parlement français des habitants de mon territoire, évidemment. Ensuite, sur des sujets beaucoup plus nationaux, j'allais dire, en ce moment notamment sur le budget, évidemment qu'on est obligé d'avoir une dimension un peu nationale. J'ai été proposé comme rapporteur budgétaire sur les questions de l'industrie du cinéma par le Sénat. J'ai fait mon rapport budgétaire mercredi matin. J'ai une vision non pas bucco-rodanienne du cinéma, j'ai une vision nationale, voire internationale ces questions-là, tout en ayant à l'esprit, en réalité, qu'il y a des incidences sur mon territoire,
J'ai rencontré un certain nombre de producteurs la semaine dernière du département qui m'ont alerté, qui m'ont sensibilisé, qui m'ont formé, y compris sur certains aspects, et qui nourrissent ma réflexion, y compris lorsque je suis amené à avoir une vision nationale d'un certain nombre d'enjeux. Donc je crois que les deux se nourrissent en réalité, et le rôle du sénateur, c'est d'être à la fois présent à Paris, mais aussi en circonscription. Exactement, parce que il y a un travail à la fois, je le disais, où on a besoin de se nourrir de la réflexion du territoire, mais aussi un besoin de restitution. Ensuite, il ne s'agit pas simplement de se nourrir et d'aller au Sénat, il s'agit aussi ensuite de restituer aux élus et aux populations du territoire. J'ai entamé d'ailleurs un tour du département des entreprises, parce que dans la condition sanitaire que nous connaissons, grave danger pèse sur les travailleuses et les travailleurs de notre département, et donc il me paraissait important de pouvoir aller à leur rencontre dans leurs entreprises pour parler des enjeux sanitaires évidemment, mais aussi économiques qui les inquiètent au premier chef avec cette situation sociale économique qui risque de... Effectivement, donc c'est un aller-retour permanent entre la politique nationale et le territoire. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois et c'est comme ça que je me suis construit dans ma jeune carrière de sénateur. Voilà. On partait du constat assez simple en réalité que aucune force politique de gauche, citoyenne ou écologiste n'était en capacité de gagner la ville si elle partait toute seule. Bon. Heureusement, nous avons été un certain nombre à faire ce constat-là. Et je crois que les événements tragiques du 5 novembre et de l'effondrement des immeubles à la rue d'Aubagne... D'ailleurs, juste pour rappeler, le printemps marseillais a été initié après les effondrements de la rue d'Aubagne. C'est un mouvement qui est né en partie... Plusieurs mois, voilà, mais parce que ça a profondément marqué les mentalités des Marseillaises et des Marseillais. En réalité, ce qui s'est passé, et encore aujourd'hui, le drame de la rue d'Aubagne, en réalité, fait prendre conscience de l'incurie de la gestion municipale de Jean-Claude Gaudin depuis 25 ans, et qu'il y a une nécessité d'avoir une véritable alternative à l'échelle de la ville. Et malheureusement, lorsque les immeubles de la rue d'Aubagne s'effondrent sur les victimes, tous les pronostics, tous les observateurs politiques, tous les journalistes considèrent en réalité qu'il y a un boulevard pour Martine Vassal, qu'elle a gagné la mairie et qu'il ne pourra pas en être autrement. Et donc, à la fois cet esprit de responsabilité nous a animés. Le Parti communiste français, on lance un appel au mois d'avril 2019 aux forces politiques de gauche, aux forces citoyennes, aux forces écologistes, à créer les conditions d'un large rassemblement partant de ce constat. On a été les premiers en réalité à lancer ça dans la place publique. Je ne dis pas qu'on n'était pas les premiers à y réfléchir, il y en avait d'autres qui réfléchissaient à ce moment-là, mais on lance un appel fin avril, je crois le 24 ou le 25 avril 2019. Et en parallèle, on voit, y compris des collectifs citoyens, s'organiser, se structurer, j'allais dire en parallèle, des démarches politiques de rassemblement. Et tout le travail a été, au courant du mois de mai, mois de juin, mois de juillet 2019, de pouvoir faire converger justement cette dynamique citoyenne naissante et ce rassemblement des partis politiques. C'est pas simple, ça nécessite que chacun culturellement fasse des efforts pour se dépasser quelque part. Et nous y sommes parvenus au mois de juillet 2019 avec un appel, je crois, dans Libération qui s'appelait le Rassemblement sans précédent et qui lançait en fait les prémices du printemps marseillais. Bon, je ne vais pas refaire toute la chronologie, mais effectivement, ça nous a amené à faire une campagne commune, à créer une dynamique à l'échelle de la ville avec un besoin d'alternative de plus en plus fort au fur et à mesure de la campagne par rapport aux 25 années de gestion de la droite dans cette ville. Donc le résultat en réalité nous a donné totalement raison, nous avons gagné la ville. Alors que, encore, je le disais, un an avant, personne n'aurait misé, même quelques mois effectivement, exactement, personne n'aurait misé un seul euro sur notre victoire. Donc la preuve que le rassemblement paie, parce qu'on a réussi à créer une dynamique et surtout un espoir. Et je crois que les Marseillais et les Marseillaises avaient aussi besoin de cet espoir de changement à l'échelle de la ville. Écoutez, moi j'étais relativement confiant dans la capacité de sortir par le haut, puisque la volonté des Marseillaises et des Marseillais en réalité s'était totalement exprimée par les urnes avec des milliers de voix d'avance de Michel Rubirola sur sa concurrente Martine Vassal, qu'il y avait une majorité, même relative, mais de conseillers municipaux issus du printemps marseillais, que Samia Ghali s'est fait élire aussi en défendant en réalité un étiquetage de gauche et qu'il ne pouvait pas en être autrement. Je pense parce que les Marseillaises et les Marseillais n'auraient jamais compris et accepté surtout de tambouilles politiciennes de ce niveau-là. Donc je pense que l'esprit de responsabilité a prévalu. Après, vous savez qu'il y a des discussions, que certaines ou certains s'amusent à faire monter les enchères dans notre deux tours.
c'est quelque chose qui existe de partout, j'allais dire, on peut dire malheureusement. Mais c'est vrai que sur Marseille, ça prend toujours un caractère un peu pagnolesque et donc ça fait vendre du papier et ça permet aux chaînes d'infos de faire des boucles toute la journée sur Marseille. Bon, après on est pointé du doigt lorsqu'on se retrouve à Paris en disant vous faites jamais rien comme tout le monde. Ceci étant dit... Vous avez été charrié, vous, par rapport à ça, quand vous êtes arrivé au Sénat, par certains sénateurs? Non, charrié, vous savez, pas forcément par rapport à ça, mais vous savez, comme moi, que les Marseillais, lorsqu'on va ailleurs en France, on est souvent interpellé sur pas mal de préjugés, faux souvent d'ailleurs, hein, je le dis, et en même temps, il y a souvent beaucoup de bienveillance et beaucoup de chaleur à notre égard, donc le Sénat ne déroge pas à la règle, je dirais. En tout cas, il y a toujours, et je le dis, beaucoup d'intérêt par rapport à Marseille, beaucoup d'intérêt de la part des élus, mais pas simplement des élus, sur ce qu'est la ville, sur ce qu'elle devient et sur les perspectives qu'elle a. Et ça, c'est plutôt intéressant, parce qu'une ville dont on est attentif à son devenir, c'est une ville qui a un fort pouvoir attractif, et je crois que c'est le cas de Marseille. Moi, je crois qu'on a eu une municipalité qui s'est rapidement mise au travail. C'est plutôt une bonne chose, j'allais dire d'autant plus, et vous le disiez très justement par rapport au contexte sanitaire, social et économique, on a une municipalité qui a pris rapidement des actes forts, symboliques, à l'échelle de la ville, mais pas simplement dans le symbole. On l'a vu au cours des différents conseils municipaux, lorsque la municipalité a voté des crédits supplémentaires sur le logement, sur les écoles, où la municipalité a cassé l'arrêté anti-mendicité de la précédente majorité, qui visait finalement à criminaliser les plus démunis de notre ville plutôt qu'à répondre à la question de comment on sort ces personnes très fragilisées de la pauvreté. Bon bref, on voit bien qu'il y a une logique totalement différente, et y compris un peu sur la forme. Je le disais encore ce matin avec une personne avec qui je discutais, je disais, on a une municipalité qui la joue beaucoup plus collectif et qui fait perdurer finalement, si vous voulez, l'esprit du printemps marseillais qui a prévalu dans la campagne. Vous le voyez aujourd'hui, on a des adjoints qui sont beaucoup plus visibles que sous l'ère précédente et les différentes mandatures de la droite à Marseille. On a une maire de Marseille qui est à la fois maire, mais qui à la fois travaille avec une équipe. Et je crois que c'est quelque chose d'assez nouveau à Marseille et qui fait aussi du bien, parce qu'on a plein de talents sur Marseille, des hommes et des femmes compétents et compétentes, issus des partis politiques, issus des formations ou de collectifs citoyens, de simples personnes de la société civile, je dirais, et qui sont en capacité d'apporter un véritable plus. Et aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que la municipalité et que Michel Rubirola donnent la pleine mesure à ces gens-là d'exprimer leur engagement au service des Marseillaises et des Marseillais, et c'est quelque chose qui fait du bien, voilà, je vais le dire comme ça, qui fait du bien. Je l'entends et je ne le comprends pas. Ce sont deux choses un peu différentes, c'est-à-dire que, c'est ce que je disais en réalité, Michel Rubirola a eu, durant la campagne, une bonne image auprès de la population marseillaise, principalement parce qu'elle ne sortait pas du sérail politique. Je vais le dire comme ça, elle avait un engagement politique, elle était quand même conseillère départementale, mais à la différence d'un Jean-Claude Gaudin qui devient maire de Marseille, mais qui a été 30 ans auparavant conseiller municipal, qui a été président de région, etc. Exactement, elle n'apparaissait pas comme une apparatique de la politique, etc. Ce qui est plutôt une bonne chose en réalité. Sauf que Michel Rubirola, candidate, est aussi la même Michel Rubirola qui devient maire, même si elle a revêti les costumes de maire aujourd'hui. C'est toujours une femme qui contribue à faire rayonner les gens autour d'elle et qui n'est pas dans une volonté d'écraser toutes les têtes qui dépasseraient autour d'elle. Ce qu'on a souvent malheureusement en politique, on le voit bien. Il y a souvent un ou une leader qui s'impose et qui fait table rase autour d'elle pour rester et briller. Ce n'est pas la pratique de Michel Rubirola et je crois que c'est plutôt à mettre à son crédit. Elle permet l'émergence de talents autour d'elle et la réussite de Michel Rubirola, c'est la réussite d'une équipe. Et je crois que c'est plutôt une bonne chose. Alors forcément, ça déstabilise un peu. Quand à Marseille, on a eu un maire omniprésent, mais sur sa personne, pendant 25 ans, lorsqu'on a une maire qui s'efface un peu au profit du collectif, c'est un nouveau livre à écrire. Effectivement, je crois que ça décontenance un peu. Et en même temps, quand on se balade dans la rue, les gens, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « Oui, mais moi, c'est politique, ils pensent qu'à eux avant de passer à l'intérêt général. » Et précisément, Michel Rubirola, c'est plutôt l'inverse de cela. Donc je pense qu'il y a une nouvelle culture qui est en train d'arriver, qui déstabilise parfois un peu, parce que forcément, quand pendant 25 ans, vous avez eu l'habitude de quelque chose de très centré sur une seule personne, ça déstabilise un peu. Mais je fais confiance aux Marseillaises et aux Marseillais pour, à terme, se rendre compte qu'en réalité, le collectif paye bien plus que les aventures individuelles.
Alors, plusieurs choses. Je crois que cette loi arrive dans un temps où sincèrement, je comprends pas moi, je comprends pas le calendrier parlementaire. On a une pandémie qui est inédite depuis la peste, le choléra, etc. On a besoin que toute l'énergie des parlementaires et du gouvernement soit tournée sur une solution sanitaire, une solution sociale et une solution économique à la crise que nous vivons. Et on a un gouvernement qui fait, désolé, mais des mesures de diversion sur une loi sécurité qui, je suis désolé, mais il y a 3 semaines de cela, on demandait aux Français de quoi vous avez besoin dans la période, d'une loi sécurité, je crois que ça pouvait ressortir par 0% des Français. Donc on voit bien qu'en réalité, ce projet de loi, il vient comme un cheveu sur la soupe dans un temps qui n'est pas propice à cela. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, sur le fond maintenant. On voit depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, la crise des Gilets jaunes notamment, mais pas seulement, qu'il y a une fracture qui grandit de plus en plus entre, d'une part, les Françaises et les Français et la perception qu'ils ont de la police nationale. Je crois que cette loi, la manière dont elle est amenée, notamment l'article 24, est de nature à contribuer à accentuer cette fracture plutôt qu'à réconcilier les Françaises et les Français avec la police nationale. Moi, à titre personnel, je considère que nous avons besoin d'une police républicaine dans ce pays. Nous avons besoin d'une police républicaine au service du peuple et non au service de l'État. Et c'est paradoxalement ce que ressentent de plus en plus de Françaises et de Français, d'une police qui n'est pas là au service du peuple, mais plutôt d'une police au service de l'État ou d'un gouvernement. Contrôlée par l'État ? Contrôlés par l'État, en tout cas, qui jouent des rôles de régulation sociale. Moi, je ne remets pas en cause le travail des policiers. C'est les instructions qu'on donne à la police. Et on voit bien le malaise chez des centaines, voire des milliers de policiers chaque année qui disent « mais nous, on ne comprend pas les injonctions qui nous sont données ». Pourquoi dans la police, il y a plus de suicides que dans des autres professions ? Parce que justement, on a aussi des policiers qui sont souvent en souffrance par rapport à des injonctions qu'ils ne comprennent pas. Et ça, c'est problématique. Donc voilà, moi je le dis, il faut une police républicaine. Deuxième aspect là-dessus, et les mots ont leur importance. Il y a 10 ans, 15 ans de ça, on parlait de gardiens de la paix en parlant de policiers. Aujourd'hui, on parle de force de l'ordre. C'est-à-dire que philosophiquement, les policiers ne sont plus là pour garantir la paix et le bien-être des Françaises et des Français, mais lorsqu'on parle de force de l'ordre, ils sont là pour rétablir l'ordre. C'est pas que de la symbolique, c'est pas que de la sémantique. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas évolué avec l'évolution de la société, peut-être ? Moi, ça, je suis plutôt sceptique. Quand on regarde des auteurs, on lit des auteurs comme Laurent Mucchielli, qui est quand même un spécialiste de ces questions-là, de violence urbaine, etc., on se regarde qu'en réalité, c'est la médiatisation. C'est le sentiment d'insécurité qui augmente de manière exponentielle, mais dans les années 50, mais dans les années 20, dans les années 30, il y avait encore beaucoup plus de violence dans notre société, beaucoup plus de meurtres, d'agressions que ce que nous avons aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter efficacement là-dessus, mais je dis que maintenir la paix, c'est mon point de vue, c'est-à-dire lutter contre toutes ces sensibilités, ces agressions, etc., est une des priorités. Et donc, effectivement, moi je crois que cette loi dite sécurité globale est de nature à exacerber encore un peu plus les tensions qui peuvent exister entre une grande partie des Françaises et des Français et les gardiens de la paix et non pas les forces de l'ordre. Moi, je considère qu'en réalité, comme de partout, on a généralement des professionnels qui font leur travail, qui le font avec conviction, dans le respect de leur éthique personnelle, etc. Et comme partout, il arrive qu'il y ait des dérapages. Moi, je considère que ces dérapages, il faut qu'ils soient sanctionnés, et on l'a vu encore récemment, voilà, durement. Voilà, la justice se saisisse, elle enquête, et si l'instruction aboutit à ce que effectivement des choses illégales ont été commises, à ce moment-là, il faut que la justice fasse son travail. Mais je crois que en réalité, nous avons aujourd'hui des gardiens de la paix qui sont en souffrance, parce que la société leur renvoie une image qui n'est pas forcément l'image de ce qui a fait qu'à un moment donné de leur vie, discuter avec des policiers, ils ont décidé de s'engager dans la police. C'est-à-dire que c'est souvent pour défendre la veuve et l'orphelin que des gens s'engagent, je caricature à peine, mais c'est ça. Et quand en réalité on leur demande de taper sur des ouvriers
qui défendent leur emploi parce que leur usine va fermer, quand on leur demande de taper sur des gens parce qu'ils manifestent, parce qu'ils n'ont pas de quoi manger à la fin du mois, y compris c'est douloureux pour eux, parce que les gens qui en face, ça peut être leurs parents, leurs cousins, leur mari, leur femme, que sais-je encore. Voilà. Et donc, on a besoin de réconcilier, je crois, la nation avec ses agents de la paix, et ça nécessite une réforme profonde dans les missions même de la police. Moi, je me souviens, on avait des forces de police jusque dans les années 2000, police de proximité notamment, qui avaient un lien régulier, permanent avec les populations, sur les territoires, etc. On a eu un président de la République, un ministre de l'Intérieur qui était le même homme, Nicolas Sarkozy à l'époque, qui, je me souviens, je crois que c'était dans un commissariat du Mirail à Toulouse, était allé voir un certain nombre de policiers qui faisaient du travail de prévention avec les jeunes du quartier du Mirail en faisant des matchs de rugby. Et je me souviens des propos de Nicolas Sarkozy, il disait la prévention c'est bien, mais c'est pas la mission première de la police. Donc vous allez arrêter de faire les matchs de rugby avec les jeunes et vous allez les contrôler et les verbaliser. Voilà l'enjeu. Mais là on est dans une logique où on laisse se commettre les délits, les crimes, et ensuite l'État y vient sévir. Je suis plutôt dans une logique où évidemment il y a un volet répressif une fois qu'il y a des actes délictueux qui ont été commis, mais c'est surtout comment on empêche en amont que ces actes y soient commis. Exactement. J'allais dire, la personne qui se fait arracher son collier au bord de la rue, elle est effectivement contente quand on retrouve son agresseur et que son agresseur est condamné, mais je pense qu'elle aurait été encore plus contente de ne pas se faire agresser en amont. Voilà. Donc comment on agit en amont pour empêcher ces crimes et délits de pouvoir se commettre. C'est ça l'enjeu. Voilà. Et je crois qu'effectivement la loi sécurité globale, elle est totalement à 10 milieux de cela. La première des choses, c'est que ça vous prend aux tripes. Quand vous voyez un homme comme ça se faire tabasser par 3 gardiens de la paix, pour le coup, on se dit qu'est-ce qui justifie ça? Qu'il ait commis quelque chose ou pas d'ailleurs. Est-ce que leur sécurité était en cause pour s'acharner sur un homme comme ça, à 3 Ils sont revenus sur leur première déclaration. Mais je sais bien, j'ai suivi l'évolution de la situation. Bon, deuxième réaction, c'est de me dire, on est dans un contexte de loi sécurité globale, où justement on parle du floutage des policiers sur un certain nombre d'interventions. Bon, moi je suis désolé, mais je fais le parallèle immédiatement. Et je me dis, comment la loi, elle va empêcher, d'une certaine manière, un certain nombre d'actes délictueux de cette nature-là. On verra ce qu'en dit la justice au final, mais de se produire. Et donc forcément, ça renvoie à la question démocratique. Moi, je discutais avec des journalistes qui m'ont appelé dans le cadre de mon mandat sénatorial, qui étaient extrêmement inquiets, en me disant « mais comment vous voulez que nous, on couvre par exemple des manifestations en direct ?» Moi, je me souviens, c'est Darmanin qui dit « mais peut-être qu'ils pourront faire des demandes, des accréditations en préfecture pour couvrir. » Mais depuis quand on demande à des journalistes d'être accrédités pour filmer des manifestations dans l'espace public? Si ça, ce n'est pas une restriction des libertés individuelles et collectives, et notamment de la liberté d'informer, c'est grave quand même. C'est grave dans un pays comme le nôtre. Et justement, dans une période où les Françaises et les Français ont le sentiment, mais pas que le sentiment, c'est aussi une part de réalité, où le pouvoir exécutif ressent ses pouvoirs sur lui-même, ni le Parlement, ni les élus locaux, ils squeezent un certain nombre de corps intermédiaires, de rajouter, y compris notamment sur cette loi de sécurité globale, certes article 24, ça ne vient que renforcer un sentiment déjà réel de la part de millions de Françaises et de Français qu'en réalité on a un pouvoir exécutif qui tend de plus en plus à être autoritaire dans sa forme, mais aussi dans le fond. Bon, à vrai dire, je n'ai pas d'avis totalement arrêté sur le sujet parce que je ne maîtrise pas assez, d'un point de vue statistique je parle, le nombre d'affaires saisies par l'IGPN qui ont donné suite à des condamnations ou pas des condamnations. Après, l'IGPN peut être saisi à tort et ne pas donner de condamnation. Ce que je sais en revanche, c'est que l'IGPN, même si on peut parfois l'accuser de proximité avec les forces de police, c'est que lorsqu'on discute avec les forces de police, ils ont généralement plutôt un a priori plutôt défavorable de l'IGPN, ce qui donne à voir en réalité que même s'il y a une proximité institutionnelle,
dans les faits, on a malgré tout une IGPN qui fonctionne de manière plutôt autonome. Après, qu'il y ait des failles ou pas, j'en doute pas. La question du contrôle démocratique, évidemment, qu'on est pour une gestion plus démocratique de ces questions-là. Est-ce qu'il n'y aura pas là non plus parfois des rapports de conflit d'intérêts entre ceux qui, de manière démocratique, auront été désignés et les affaires? Je n'en sais trop rien. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut, et c'est ce que j'appelle de mes voeux, c'est qu'il y ait une enquête qui soit faite de manière autonome, intelligente et qui mette en lumière l'ensemble des éléments. On l'a vu, vous le disiez, on a des agents de police qui sont revenus sur leur première déclaration, qui bougent un peu leur version au fur et à mesure que des éléments nouveaux apparaissent. Il appartiendra justement à l'IGPN de faire toute la lumière sur cette affaire. J'aimerais surtout ne pas être à leur place, c'est-à-dire que voilà, un président de la République, un ministre de l'Intérieur qui nous explique depuis des semaines que de toute manière, dès qu'on veut filmer des forces de police, c'est parce qu'on veut leur nuire, etc., etc. Que quand il y a des personnes, des journalistes, des militants qui disent mais non, on est aussi dans un rôle d'interpellation de l'opinion publique lorsqu'il y a des bavures policières qui sont commises, etc. On dit oui, mais circuler, ça n'arrive jamais, etc. Et en plein milieu de ce débat-là, paf, qu'est-ce qui arrive? Il arrive le drame que nous avons vécu ces derniers jours avec justement Michel, le producteur de rap. Il y a aussi le croche-patte d'un policier. Oui, effectivement, aussi, oui, je l'ai vu mardi dernier à la place de la République, qui porte d'ailleurs de moins en moins bien son nom. Hein, ça aurait pu être la place de la honte, parce qu'effectivement, ce qui s'est passé, encore une fois, ça fait que renforcer ce sentiment d'un pouvoir de plus en plus autoritaire, qui s'appuie de moins en moins sur son Parlement, donc la représentation populaire, de moins en moins sur les forces vives du pays, mais de plus en plus sur les forces de l'ordre. Là, je l'emploie à bon escient, parce qu'on dirait qu'il y a aussi une volonté de maintenir un ordre, mais un ordre un peu rigide et un peu autoritaire dans ce pays, et qui passe de plus en plus mal. Voilà. La France est aussi un pays de liberté, et je crois que quand on réduit les libertés individuelles et collectives, on a aussi des poussées de colère de la part des Françaises et des Français. Et c'est plutôt sain d'ailleurs, hein, j'allais dire. Au contraire, c'est plutôt signe d'une vitalité de notre conscience collective.